député. Il a été député de la France Insoumise. Bonsoir François Ruffin, soyez le bienvenu. Ah, c'est par là, excusez-moi. Votre place est là. Vous allez pouvoir vous installer là. Vous avez... Alors, je disais la France Insoumise, vous avez pris vos distances avec la France Insoumise. Aujourd'hui, d'une certaine manière... vous n'êtes plus affilié à ce groupe-là, mais à un autre groupe qui regroupe d'autres personnes un peu comme vous. Vous avez gauche et pour toute la famille rassembler la gauche et pour rassembler la France ensuite. Voilà. Donc c'est un regard de gauche, et même de la gauche, on peut le dire. Non, de gauche tout simplement. De gauche tout simplement. Aujourd'hui, je suis de gauche. La gauche qui tient au travail, qui tient à la valeur travail, vous l'avez souvent montré dans vos engagements. Vous avez écouté la conversation, on a balayé pas mal de choses, le périmètre de l'État-providence, la question des plus fortunés, comment doivent-ils contribuer, la valeur travail. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelles sont vos interrogations ou ce qui vous fait réagir plutôt? Plein de choses. D'abord dire que ce que vous entamez ici, je considère que ça devrait durer pendant des semaines et des mois, qu'on a besoin finalement d'états généraux de la fiscalité. Notre pays est né sur les états généraux, la Révolution française qui est née d'une crise fiscale, et on est dans un moment où on a des impôts qui sont devenus à la fois perçus comme injustes et comme illisibles. On ne comprend plus notre feuille d'impôt, on ne comprend plus notre feuille de paye. Et je pense que dans ce temps-là, il faut un grand mouvement du peuple français qui rassemble les salariés, les retraités, les artisans, les commerçants et bien sûr les entrepreneurs, et un siège pour M. Dornano et un autre pour Bernard Arnault, mais qu'il faut des espaces qui remettent à plat la fiscalité dans notre pays. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dire que moi je suis très conscient qu'on est dans un moment où le pays ne tient pas par le haut, on le voit bien, ni par l'Élysée, ni par l'Assemblée, qui tient par le bas. Il tient par le travail des salariés, dans les écoles, dans les usines, dans les hôpitaux. Il tient par les associations, il tient par les élus locaux et il tient par les entrepreneurs. Et j'en suis très conscient, et donc c'est aussi avec humilité que je veux venir ici. Enfin, j'ai entendu madame qui disait on voudrait un chef d'entreprise à la tête de l'État. Alors, je ne prétends pas être à la tête de l'État demain, mais je vous dis, moi j'ai été chef d'entreprise, et je suis encore un peu en partie. J'ai créé mon petit journal qui a eu à la fin 7 salariés, et je l'ai laissé à mes salariés. Et je sais ce que c'est qu'un contrôle URSSAF, je sais ce que c'est que recevoir du crédit impôt compétitivité emploi, je sais ce que c'est les RH avec les embauches et les licenciements. C'est normal que nous, les indépendants, nous prennent 45% de notre revenu. Après, on paie encore les impôts. Vous trouvez ça normal? Je pense qu'il y a... Est-ce que vous aimeriez qu'on vous prenne 45% de votre revenu? J'ai connu ça, d'accord? J'ai connu ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il vous répond. Je veux répondre. Je pense que dans le débat, il s'est posé 2 questions. Et à la fois, il faut les traiter séparément, même si elles ont quelque chose de lié. Il y a la question de la redistribution, il y a la question de la justice fiscale, et il y a derrière la question du travail et de la production. Et on ne résoudra pas l'équation dans notre pays si on ne résout pas, aujourd'hui, pour maintenant, pour le déficit public, pour le sentiment d'injustice qui est vécu, la question de la justice fiscale, et ensuite se dire, oui, il faut qu'on produise davantage et qu'on produise davantage ici. Et donc c'est d'abord la justice fiscale pour vous? Le problème, c'est qu'on a un souci qui est aujourd'hui un souci immédiat. Et je le dis en me tournant vers vous. Il n'y a pas autour de la table Bernard Arnault, il n'y a pas McDonald's, il n'y a pas les multinationales qui sont ici présentes. Mais je viens toujours, vous savez, moi, avec mon magazine Challenge. Le voici de l'économie, très bien. Mais enfin, qui n'est pas un magazine d'ultra-gauche, d'accord? Les 500 fortunes, il y a 30 ans, pesaient l'équivalent de 5% du PIB. 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Aujourd'hui, on a dépassé les 40%. Plus 600 milliards d'euros en 8 ans. Je dis, là-dessus, faites votre part. Je sais qu'on a un patron chrétien autour de la table qui, aimez-vous les uns les autres, donnons chacun notre part. Et donc voilà, je pense qu'il y a la possibilité du partage et de se dire, voilà, on fait notre geste simplement pour qu'aujourd'hui... J'avais écrit un bouquin qui s'appelait « La guerre des classes », partant d'une citation de Warren Buffett, qui était à l'époque la première fortune mondiale, et qui disait « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. » Il avait comparé sa fiche d'impôt, avec celle de sa secrétaire. Il avait découvert qu'il payait 2 fois moins d'impôts en proportion que sa secrétaire. Disons que c'est pas normal. Mais aux États-Unis, un capitalisme financier et un chef d'entreprise aujourd'hui, il paye 70% d'impôts. Écoutez, vous avez dans ce numéro... Vous avez Bernard Arnault, par le biais d'une de ses holdings, touche 3 milliards d'euros de dividendes et ne paye là-dessus pas 1 euro d'impôt. Vous savez très bien que
des sociétés comme McDonald's, mais comme Lactalis, comme les grandes multinationales, ont multiplié par 30 en 20 ans leur prix de transfert, c'est-à-dire qu'elles font quoi ? Elles font comme si elles n'avaient pas de bénéfices ici dans notre pays et que tous les bénéfices se faisaient en Irlande parce que c'est là-bas qu'on n'est pas taxé. François Ruffin, pardon. Ruffin. S'il touche 3 milliards de dividendes qui vont dans sa poche, il paye des impôts. Eh bien, je vous dis, non, il ne paye pas d'impôts, monsieur Pujadas. C'est écrit dans le magazine Challenge. Parce qu'ils ne vont pas dans sa poche. Parce qu'ils vont dans sa holding, ils sont mis en réserve et il y aura des impôts qui sont payés quand il y aura une redistribution des plus-values. Mais comme la transmission n'est pas non plus taxée, eh ben, il n'y a pas d'impôts qui sont payés sur ces 3 milliards d'euros. Rien que ça. Si 55% d'impôts sont payés avant d'arriver dans la holding. Et la holding, ça ne sert à rien, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser pour des dépenses personnelles. Sauf à réinvestir dans l'économie. Et là, c'est toute l'économie des startups, c'est-à-dire tous les jeunes qui n'ont peut-être pas des moyens, peut-être pas de l'argent et qui ont des projets et qui ne trouvent pas les moyens d'investir en France parce que le private equity, enfin c'est comme ça qu'on appelle l'investissement dans les startups, on ne trouve pas d'argent, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc effectivement, et quand vous citez Warren Buffett, c'est un financier, Warren Buffett, c'est pas un Monsieur entrepreneur. Moi, je suis rentré dans mon entreprise. Elle faisait 15 millions d'euros. C'est un peu, je m'excuse et je comprends, je le dis sans agressivité, mais c'est un peu comme si on disait, quand on s'attaque aux grandes entreprises, ne gagnez pas la Champions League parce que si vous gagnez la Champions League, on vous ferme. Voilà, c'est ça un peu. Restez petit. Tant que vous êtes petit, c'est bien, mais n'ayez pas l'ambition de vous développer, de payer plus d'impôts, justement, parce que votre entreprise se développe. Et c'est un peu ça ce qui me choque. Je pense que vous l'avez dit, il faut s'en sortir tous ensemble, et que si on ne s'en sort pas avec une activité économique qui se développe, on ne va pas y arriver. On va pas Réponse de François Ruffin, puis Walid Benjeloun voulait intervenir. Vous demandez, monsieur Dornano, et je le dis, je vous respecte, et je respecte le fait que 80% de votre production se fasse dans notre pays, et je le respecte grandement. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un yacht immatriculé à Malte ? Est-ce que vous avez une résidence, votre immobilier, qui est immatriculé à Jersey ? Est-ce que vous avez des sociétés offshore qui se trouvent au Luxembourg ? Et c'est interdit. Et soit dit en passant, c'est interdit. C'est un abus de bien social. Donc de toute façon, c'est totalement interdit dans une entreprise ou dans une holding. Je vous dis que c'est prouvé que c'est le cas de M. Bernard Arnault et de bien d'autres, et que là, on a une injustice qui est produite. Il y a une injustice produite pour moi entre les milliardaires et leurs secrétaires. C'est illégal d'avoir. Je m'excuse juste. C'est illégal d'avoir quelque chose de personnel dans une société. Donc si c'est le cas, ce serait poursuivi. Il y a l'État, poursuit, contrôle. On a tous eu des contrôles fiscaux, des contrôles d'URSSAF, etc. Vous savez, ce serait poursuivi. Vous savez, d'abord, je peux vous dire, dans les Open Lux, il y a 37 des plus grandes familles françaises qui ont leurs sociétés offshore, qui sont au Luxembourg, et il n'y a pas eu de poursuite là-dessus. D'accord ? Mais vous savez, je parlais tout à l'heure de l'Ancien Régime. J'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est de cet ordre-là. À l'époque, on avait le clergé, avec les bons petits curés de campagne, et derrière lequel se cachait le luxe et la luxure des évêques et des cardinaux. Et bien aujourd'hui, c'est un peu comme si c'était la même chose. Il y a les entrepreneurs, que je le redis, je le respecte, qui participent avec les salariés à la richesse de notre pays, mais qui servent quelque part de bouclier à des gens qui fraudent, optimisent, s'évadent, qu'on parle ça comme on veut. Alors, il y a Walid Benjeloun, s'il vous plaît, François Ruffin, qui n'est ni cardinal, ni évêque. Mais je ne veux pas que ça soit un dialogue entre monsieur... Quand vous avez dit... François Ruffin, il dit une chose. Il dit, il y a une sorte de préalable. C'est par la justice fiscale qu'on arrivera peut-être à avoir un débat où on se met d'accord sur ce que certains appellent de leur vœu la réforme de l'État, d'autres la redéfinition du périmètre de l'État-providence, mais c'est une sorte de préalable. Et vous voyez que ça vous faisait réagir. Non, je voulais poser une question parce aujourd'hui on est dernier du classement de l'OCDE sur la compétitivité fiscale. Donc les pays de l'OCDE, c'est des pays qui nous ressemblent normalement. Le fait de rajouter des impôts, que ce soit aux ultra-riches ou aux riches ou aux milliardaires ou peu importe, est-ce que ça ne va pas empirer la chose et pousser ces personnes-là vers la sortie de la France, vers d'autres pays, ou tout simplement optimiser mieux, comme ils l'ont déjà fait. Alors, d'abord, ce que vous dites, on est les derniers dans le classement de l'OCDE. Moi, la question, c'est pas est-ce qu'on doit mettre plus d'impôts, mais qui paye l'impôt ? Sur qui ça repose ? Je vous cite là, non pas Challenge, le voici de l'économie, mais je vous cite le Financial Times. Ah, ils vont pas apprécier. Le Financial Times, qui est la Bible des financiers. On a un éditorial qui est paru la semaine dernière. Il est temps de guillotiner les privilèges fiscaux des super riches en France. C'est le Financial Times qui l'écrit.
et qui conclut ainsi: tout gouvernement français devra demander aux milliardaires de payer davantage. S'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour réduire le déficit, pourquoi les autres devraient-ils le faire? Il me semble que c'est une remarque de décence et de bon sens. En effet, on commence dans la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays par consentir à l'impôt en proportion des revenus. Et les revenus des ultra-riches, des hyper-privilégiés, et moi, je suis convaincu qu'ils sont patriotes comme je suis et qu'ils ne quitteront pas le pays. C'est chiffré à 0,03%, ceux qui partiraient parmi les plus grandes fortunes. Donc c'est un fait marginal. Je suis convaincu qu'ils resteront pour la très vaste majorité. Simplement, il est temps de payer avec justice l'éco et l'impôt. Alors, réponse de Walid Benjeloun, et puis Henri Dusselier souhaite je pense que monsieur aura une meilleure réponse que moi, parce que tout simplement, il a déjà eu l'expérience. Et il n'était pas parmi les 0,03% dont vous parlez, mais c'est une réalité que... Il était parmi les 0,2% à l'époque. Déjà, on passe de 0,03 à 0,2. Oui, on sera à 2%. Alors, la parole à l'ancien exilé fiscal. Voilà, moi, je pense et puis ensuite, Henri Dusselier. Je pense qu'encore une fois, beaucoup d'entrepreneurs français sont prêts à entendre ce discours, de contribuer un peu plus, mais avec en face un vrai projet de réforme de l'État. Parce que sinon, on va se revoir tous les ans et on aura tous les ans la même discussion. Le président de la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dit la dépense publique française est hors de contrôle. L'objectif numéro 1, ça doit être de mettre sous contrôle la dépense publique française. Ça ne doit pas être de punir ceux qui tirent l'économie française vers le haut, ceux qui créent la richesse et ceux qui financent le modèle social français. Donc oui, monsieur Ruffin, pourquoi pas ? Mais à condition que vous nous proposiez un vrai programme de réforme de l'État pour enfin mettre la dépense publique sous contrôle et faire plus avec moins. C'est effectivement le point sur lequel je voulais venir. Henri Dusselier. C'est que aujourd'hui, vous entendez effectivement des entrepreneurs qui sont, et puis des gens qui travaillent dur, qui sont effarés de voir la manière dont les budgets sont tenus par des dizaines d'années de classes politiques. Et le sentiment que ça donne, c'est qu'on est dans un triangle de l'inaction. Les politiques disent les entrepreneurs doivent cotiser, les entreprises disent il faudrait que l'État se bouge, et puis les concitoyens ils disent encore autre chose et c'est pas mon affaire et c'est pas à moi de payer. En fait, je crois qu'on a tous à bouger. Et effectivement, les entrepreneurs, je crois qu'il y en a pas mal qui seraient prêts à être fiers, et c'était ce que était un peu évoqué. Qu'est-ce que la classe politique est à même de faire pour effectivement donner de vrais gages sur la mise en œuvre d'un projet? Et peut-être avant des états généraux de la fiscalité, des états généraux du projet pour la France. Le général de Gaulle avait en parlant avec un ami, il me disait, le général de Gaulle, il avait un projet et tout le monde a été derrière lui. Alors il avait de la chance, il fallait tout reconstruire. Aujourd'hui, on est dans une passe difficile, sur tout un tas de sujets. Et donc, qui se lève pour aller effectivement construire ce projet? Et si on donne l'envie à tous les acteurs de qu'est-ce qu'on veut de la France, est-ce qu'on veut que les étudiants soient supportés, après, tout le monde se lèvera pour y aller. Alors, réponse de François Ruffin. Et le gage que donne le politique là-dedans, où est-ce qu'il peut être? D'abord, je prends le point comme quoi vous êtes prêt à payer quelques milliards d'euros supplémentaires. Et voilà. C'est la première chose. Ensuite, je pense que vous prononcez un mot-clé, qui est le mot projet. Aujourd'hui, c'est comme si on avançait dans le brouillard et qu'il y avait une inquiétude qui est devenue une certitude chez les gens. C'est nous vivons moins bien que nos parents et ça sera pire pour nos enfants. Et c'est une spirale d'aspiration vers le bas. Vous pensez que c'est vrai, que c'est la réalité? Je pense que ça correspond... C'est un ressenti. Je pense que quand on est proche des gens qui travaillent, et vous savez, moi je viens défendre la France du travail, la France qui se lève tôt, qui prend le métro ou l'auto et qui va au boulot, eh bien oui, le sentiment que le 10 ou le 15 du mois, parce que le logement est devenu plus cher pour des tas de raisons, et puis il y a... en plus de la question sociale, il y a la question climatique, qui est comme un soleil noir vers lequel on se dirige et on se demande comment l'éviter. Je vous dis, moi, je pense qu'il faut poser les défis qu'on a devant nous et, en effet, se rassembler pour se demander, non pas être dans une grande confrontation, mais dans une grande réunion, comment on les relève. Le défi démographique. Quand on a une baisse de 20% de la natalité en 10 ans, que moi je connais des jeunes couples qui se disent non, je ne vais pas faire d'enfants maintenant parce que je n'ai pas les moyens. Souvent, la première cause, c'est le logement. Je n'ai pas un logement qui est assez grand. Ça me coûte trop cher.
Et évidemment, avec la question du vieillissement, il faut une loi grand âge pour s'assurer que toutes les personnes âgées dans notre pays vont pouvoir être accompagnées dignement. Donc, premier défi démographique. Et deuxième défi, pour moi, le défi climatique, qui suppose de transformer nos logements, nos déplacements, notre énergie, notre industrie, notre culture, notre agriculture. Et ça, je dis, ce sont les 12 travaux d'Hercule. Et donc, ça veut dire du travail. Mais pardon, François Ruffin, dans l'immédiat, ils étaient plus modestes, Denis Père et non, je crois pas Henri Dusselier. Il vous disait, sans doute, beaucoup seraient à payer plus s'il y avait un projet où on se mettait d'accord sur où va l'argent et comment on rend la dépense publique plus efficace. Oui, mais je vais répondre là-dessus. Et je veux dire que moi, je suis prêt à prendre ma part. Voilà. Bon. Mais je pense qu'en vérité, la question qui est posée est une question qui dépasse les questions de tuyauterie, où j'ai l'impression depuis des années et des années qu'il s'agit de combler des trous. Comment on va faire pour combler des trous? On ne rassemble pas un pays en comblant des trous. Vous savez, j'ai cette phrase qu'on a tous vue sur des... L'intendance suivra. Non, c'est pas l'intendance. François Mitterrand, par exemple. Vous savez, cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qu'on a pu voir sur des assiettes en porcelaine chez nos grands-parents. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Je pense que ce qui est vrai pour un couple, où quand il n'a pas de projet, de partir en vacances ensemble, d'avoir des enfants ensemble, d'acheter un pavillon ensemble, il finit par se bouffer le nez, c'est la naissance des jalousies. Ce qui est vrai pour un couple est vrai aussi pour une nation. Là, c'est le futur candidat François Ruffin qui parle. Si jamais on ne relève pas notre nez ensemble dans la même direction, vers un horizon, en se demandant qu'est-ce qu'on va faire ensemble, on n'arrive pas à rassembler un pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a l'urgence des trous à combler, et il faut le faire, mais il y a comment on se retrousse les manches pour faire ensemble. Et pour faire ensemble, pour moi, ça pose la question clé, qui est la question clé du travail. Le travail, c'est le socle de la société. Le travail, qu'il soit bénévole ou salarié. Vous savez, on parle dans des micros, ça marche, ça arrive chez les gens là devant leur télé, parce qu'il y a des gens chez Enedis qui sont devant leur écran d'ordinateur à vérifier que ça coupe pas, parce qu'il y en a qui sont prêts à monter sur des poteaux chaque fois que ça coupe. Il y a tout ce travail derrière chacun de nos gestes ordinaires. Donc ma conviction profonde, c'est que le travail, c'est le socle de la société. Je vous le dis en me tournant de ce côté-ci, on ne doit pas considérer à mon sens le travail comme un coût. Cette expression coût du travail, elle est terrible. On doit la considérer comme un atout. C'est l'atout du travail. Parce que si c'est un coût qui est en permanence diminué. Et en vérité, à la fin, on finit seulement par maltraiter le travail, mais aussi, et je vous ai écouté avec attention, M. Gallienne, par possiblement maltraiter les salariés. C'est une spirale dont il nous faut sortir ensemble. Alors peut-être, David. Oui, justement, je vais répondre. Moi, ce que me pose comme question aujourd'hui, on est à 1 an et demi des élections présidentielles. On est dans l'urgence. Il y a un état d'urgence aujourd'hui pour l'état de la France, pour nos états de santé, pour nos états d'entreprise, etc. Le peu que je regarde la télé, je me prête quand même à l'actualité politique. Et quand je vous vois à l'Assemblée, à ne pas réussir à vous écouter, à vous entendre, ça me rend dingue. Comment vous voyez les choses pour avancer et trouver quelque chose? Parce que en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou tous les 6 mois avoir un nouvel gouvernement. C'est pas possible. Oui, mais là on est dans l'actualité la plus immédiate. D'abord dire que quand même 98% du temps à l'Assemblée, on s'écoute, on se parle, on argumente, on a des désaccords qui sont des désaccords profonds, mais la démocratie c'est aussi une forme de conflit. C'est du conflit verbalisé, institutionnalisé, et c'est pas seulement du consensus. Donc c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et la lumière est mise sur les quelques moments où il y a du bruit et de la fureur dans cette Assemblée. Donc mais en général, on essaye de travailler. Alors là, je veux dire, je veux sortir de la situation politique présente, mais il est évident que la dissolution improvisée de l'année dernière nous a mis dans le fossé. Et qu'on est encore en train de payer les prix de ce qu'Emmanuel Macron a appelé une grenade dégoupillée dans les pattes des partis, mais en vérité, il a dégoupillé cette grenade dans les pattes de la démocratie et dans les pattes du pays. Et on essaye de se sortir de cette situation-là. Alors, Fatih Guilafi, et puis, alors Nathalie Pillard, allez-y. Qui a fait une réunion de travail et qui a des parlementaires qui n'ont pas voulu y assister parce qu'il y avait d'autres parlementaires, excusez-moi, mais c'est une cour de récréation. Ah bah si on vraiment veut vraiment s'en sortir de la France, on se met tous
les uns avec les autres pour essayer de s'en sortir. Mais on a un lieu On est pour ça. d'accord. On a un lieu pour ça qui est essentiellement l'Assemblée nationale. Oui, mais d'accord. M. Lecornu avait invité tout le monde. Oui, bon, mais Ah bah oui. Je trouve M. Lecornu Je suis très désolée. habile. Je vous le dis, j'ai désolée. l'impression d'avoir un funambule qui avance sur une corde au milieu de deux gouffres et qui s'en sort très bien, même si le président de la République derrière l'agite parfois et qui, en plus, au milieu de cet exercice-là, arrive à faire un numéro de magicien en sortant en conclave de son chapeau. Donc il est très habile. Mais je pense qu'on est ici ce soir, je vous le dis, il y a la question du face-à-face. Moi, je souhaite qu'on ne soit pas dans un face-à-face. Je ne dis pas, il y aura des intérêts qui ne convergeront pas. C'est évident. Le partage de la valeur ajoutée amène à ce qu'il y ait des désaccords, mais il faut qu'on trouve un accord sur où est-ce qu'on veut aller et les moyens qu'on se donne pour y aller. Et si vous invitiez les grands patrons, puisqu'ils s'organisent, que ce soit par le MEDEF ou des réunions à Arcachon cet été, a priori certains ont décidé de prendre la parole et de dire ce qui ne va pas, pourquoi l'Assemblée nationale et les grands patrons ne seraient pas réunis et discuteraient? C'est-à-dire que les grands patrons diraient ce qu'ils attendent de vous pour nous m'employer s'il vous plaît, et vous pourriez répondre d'un point de vue politique et organisationnel et institutionnel à ces grands patrons. Est-ce qu'à un moment donné de se balancer la balle, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, on a l'impression, je vous rejoins madame, que vous êtes tous en train de jouer et ne pas proposer de solution. Et j'inclus les grands patrons. Vous râlez, vous dites qu'on coûte cher, que le travail est un coût. Ce qui est vrai, c'est un coût. D'un point de vue comptable, c'est un coût. Maintenant, sans salarié, votre coût, mais vous produisez rien non plus. Est-ce qu'il n'est pas temps que les politiques arrêtent de s'opposer à ceux qui créent de l'emploi? Et on ne cherche pas qui va payer quoi. On trouve des solutions. Je crois qu'à un moment donné, comme vous disiez, Madame Genève, des pansements. Là, j'ai l'impression qu'on a la petite guerre du pansement. Qui va payer le petit truc? On va supprimer à qui? Aux retraités. Mais on n'aura que des pansements. Quand la boîte de pansement sera vide, on sera aux prochaines élections. On aura exactement la même conversation. J'ai 55 ans, j'ai l'impression que nos débats, les présentateurs ont changé, mais les débats n'ont pas beaucoup évolué. Alors François Ruffin, donc prêt à dialoguer avec les patrons pour trouver des solutions. Je vous dire que c'est pas comme si je le faisais ce soir sur un plateau de télévision. C'est toutes les semaines, tous les mois que très régulièrement je rencontre les patrons de mon coin et en vérité dès qu'une porte s'ouvre, ne serait-ce que par curiosité, moi je suis un reporter, donc ne serait-ce que par curiosité, voir la France dans sa diversité, tendre l'oreille, voir comment on regarde le pays d'un autre bout de la lorgnette, j'apprécie ça. Voilà, donc vous appréciez le dialogue là ce soir avec Philippe Dornano? Avec plaisir, mais je vous le dis, avec joie, et je pense que même vous pouvez le ressentir de mon côté. Je pense que se sortir de l'ornière, c'est s'en sortir par la question de la production. Je le dis. Il y a la distribution, il y a la question de la justice fiscale. 2, il y a la question du travail et la question de la production. Si pendant 40 années, on n'a pas eu d'industrie dans notre pays, je le dis, de mon point de vue, c'est parce que les dirigeants politiques et économiques n'ont pas souhaité avoir d'industrie. Ils ont considéré que, finalement, je l'ai entendu, ça puait, ça polluait, c'était dépassé, c'était le passé, et il fallait s'en débarrasser. Et je vous salue d'être resté. Mais il y a eu un choix d'abandon de l'industrie dans notre pays, même quand on entendait Serge Chuyruc, le patron d'Alcatel, qui disait faiblesse, et qui était applaudi par les politiques. Et là, moi, je peux vous donner mon témoignage. Allez-y, monsieur Dornano. Oui. Moi, je suis rentré dans l'entreprise, c'était en 86, elle faisait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était une PME. Mon père, à 48 ans, il avait remonté une boîte, remis l'argent qu'il avait gagné de sa boîte précédente sur le... et il aurait pu tout perdre. Et puis ça s'est développé, on l'a développé à l'international. À la fin des années 90, s'il n'y avait pas eu les packs du Trey, mon entreprise, elle aurait été vendue. Elle aurait été vendue à probablement un groupe étranger. Et elle a été transmise, parce que ça a été possible grâce à ces pactes qui permettaient d'avoir des frais de transmission. Il existait déjà à l'époque. Il existait au début, on a réussi à les négocier autour des années 2000-2001. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu ces pactes, on aurait été vendu. Dans les 25 années qui ont suivi, on a développé notre entreprise en France, et c'est comme ça qu'on paye plus d'impôts. Par quasiment 5 ou 6, on a recruté 8 ou 900 personnes, principalement des vendeuses, des démonstratrices, des équipes de recherche, etc. en France. On est recruté à l'international. Ça a été une super aventure. On a payé du coup beaucoup plus d'impôts. Et aujourd'hui, ce qu'on entend dans les débats, c'est de remettre cet ISF qui a détruit les entreprises familiales françaises, de remettre
de remettre en cause les pactes Dutreil qui ont permis les transmissions des entreprises françaises. Et ça fait le jeu du capitalisme financier et des entreprises étrangères. Et c'est là où moi je ne comprends pas vos débats, je vous le dis très franchement, à l'Assemblée nationale et la position. Parce que si on va s'en sortir si on arrive à créer de l'activité en France, si on crée des conditions qui permettent de travailler et de produire en France. Bah alors là, sur l'ISF, on a envie d'entendre François Ruffin. Si on partage la valeur travail, moi je pense que c'est quand même assez important, et je mets ça prioritairement à ce qu'on appelle la justice fiscale, parce que pour moi, la première chose, c'est s'il y a justice fiscale et que tout le monde est pauvre, c'est pas génial. Ce qu'on voudrait avoir, c'est une France des bons salaires, des bons emplois, où les jeunes qui ont des idées, ils peuvent développer leurs idées, ils trouvent des financements. Alors, c'est un peu, moi je vous le dis simplement, c'est pour ça qu'on se bat, et c'est ça ce qu'on comprend pas nous dans le débat qu'on voit à l'heure actuelle. Réponse de François Ruffin, l'ISF est produire avant de distribuer. On revient quand même à la première question, qui est du coup la question de la fiscalité, et je pense qu'il faut la dépasser. Mais je vous dis, quand Gérald Darmanin était venu présenter la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune au début du mandat d'Emmanuel Macron, il avait dit le problème avec l'ISF, c'est que ça taxe les millionnaires et ça taxe pas les milliardaires. Et finalement, j'étais d'accord avec lui. On en tirait des conclusions opposées. C'est que lui, il pensait qu'il fallait un impôt, puis le supprimer complètement. Et moi, je pense qu'il faut un impôt qui parvienne à toucher les milliardaires. En vérité, on a un gros problème dans notre pays, vous savez très bien, c'est sur le 0,1%. C'est sur vraiment les très très grandes fortunes qui trouvent des mécanismes pour optimiser en étant polis, en usant de leur langage, mais pour échapper très largement à la... Vous savez que Philippe Dornano, il est dans les 0,1%. Non, mais surtout, ce que je veux dire, c'est quoi ces fortunes? C'est pas de l'optimisation, c'est la valeur de l'entreprise. Non, mais je vous le dis juste, c'est la valeur de l'entreprise. Si elle a réussi, c'était l'exemple quand je disais qu'on va supprimer Toulouse ou le PSG parce qu'ils ont gagné la Champions League ou parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe de rugby. C'est des entreprises juste qui valent parce qu'elles se sont développées. Donc, quelle est l'injonction que vous donnez aux chefs d'entreprise? Ne vous développez pas trop? Mais non, c'est pas vrai. N'arrivez pas à... Je vais vous dire, l'inverse. Parce que plus je me développe, plus je paye d'impôts dans mon pays. Je vais vous dire l'inverse. C'est quand même intéressant. Peut-être un commentaire. Si on a envie de contribuer, et on en revient à la question de comment je donne envie de contribuer, je pense que les chefs d'entreprise sauront organiser la valorisation de leur entreprise, leurs revenus et tout ce qu'on veut pour effectivement contribuer. Et là, en fait, on se bataille sur c'est quoi la bonne solution. Mettez le problème sur la table. Construisez ensemble la solution qui permet d'avoir une contribution qui soit acceptable par les entrepreneurs. Tout à l'heure, vous repartez ensemble. Vous repartez ensemble tout à l'heure. Fatih Guiloufi a été et pas patient. Juste de débattre sur le fait non, ce que tu proposes, ça va pas, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas très envie. Mais alors, mais c'est quoi? Construisons ensemble ce qui permet de passer. Chiche, François Ruffin. Mais moi, j'ai pas de difficulté à ça. Maintenant, je vous dis, en général, les gens, quand on leur dit de payer plus d'impôts et quand c'est les ultra-riches à qui on demande de payer plus d'impôts, ils sont quand même assez peu volontaires. Hein. Donc, voilà. Donc, la dernière question. J'essaye de voilà. Ah ben voilà, François Ruffin. L'impôt dans la joie. Je vais essayer. Fatih Guiloufi qui a été patient, la dernière question. La patience est une vertu. Monsieur Ruffin, je partage votre philosophie où on doit tous travailler ensemble. Comme vous dites, il faut qu'on s'assoie et que tout le monde soit entendu. Et l'expérience de chacun, je pense que servira à avoir une philosophie commune avec des efforts qui seront à l'échelle des revenus de certains et de ce qui est possible. Moi, j'ai une question qui est un peu plus axée sur mon cas de figure à moi ce soir. Je suis dans une entreprise qui est actuellement une entreprise française avec un produit français, tricentenaire, 300 ans. Tesser. Qui ferme aujourd'hui, qui ferme son site de production. Et c'est 205 employés qui sont licenciés. Mais le problème de cette entreprise, c'est pas que le produit est en déclin. On a un très joli produit, il est français. Il a été construit sur les efforts des Français. Et aujourd'hui, on a un grand groupe actionnaire danois qui est Carlsberg, qui prend la décision de fermer le site de production et de faire appel à un embouteilleur, avec un contrat directement avec un embouteilleur. Mais c'est comment vous voyez la chose par rapport au maintien de l'emploi, parce que là, depuis tout à l'heure, j'entends l'emploi, les salariés, les efforts. Mais pour les salariés qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont œuvré des années, qui ont été sur des travails postés, qui ont travaillé de nuit, qui ont tout donné,
qui ont construit leur vie autour de cette entreprise, comment l'État ou les politiques vont surveiller et éviter les déviances d'une décision d'un groupe d'actionnaires qui choisit de faire plus de profit? Malheureusement, c'est ce que je vis dans mon quotidien depuis 20 ans, dans mes terres de Picardie, où on a eu Whirlpool, Goodyear. Vous, madame, c'était le Jabi qui est parti de chez vous pour aller en Tunisie. Donc, on vit des directions d'entreprises qui sont extraites de leur localité, d'une part, et qui, d'autre part, sont en main non pas d'industriels, mais aux mains de financiers. Et je veux dire, quand on parle du saccage de la production, pour moi, la production, c'est ça, quand même. Et même, ça a transformé ce qui est notre État. 40 années de mondialisation. 40 années de mondialisation où, dans une terre comme la mienne, on a vu partir le textile, on a vu partir la métallurgie, on voit partir le pneumatique. Et donc, ce sont des dizaines de milliers de salariés qui deviennent, pour beaucoup, des chômeurs, des auto-entrepreneurs, qui ont des salaires souvent derrière au rabais. Mais c'est, du coup, pour compenser le différentiel, parce qu'évidemment, on ne va pas être compétitif avec la Tunisie, on ne va pas l'être avec la Slovaquie, on ne va pas l'être avec l'Asie. Et bien, pour compenser ça, l'État a fait quoi ? Il s'est transformé en un État subvention. Et donc, les 211 milliards, c'est pour combler ce déficit de compétitivité, entre autres. Mais quand on fait, même les salaires, la prime d'activité, c'est du salaire subventionné. L'énergie est subventionnée. L'agriculture est subventionnée. Le logement est subventionné. En fait, en faisant le choix d'une entrée malmenée dans la mondialisation, des élargissements européens qui n'étaient pas contrôlés à cette époque-là, on a transformé un État qui non plus utilise son argent pour construire des services publics, pour être un État action, mais on l'a transformé très largement en un État subvention. Et je pense que c'est ça qui explique qu'on est dans une équation où les gens ils se disent « mais bon sang, je paye beaucoup d'impôts et j'ai même pas des bons services publics ». Parce qu'en vérité, l'argent n'est pas utilisé pour construire des services publics, c'est moins un point de PIB sur l'éducation. Mais l'argent est utilisé pour partir en subvention, en subvention, en subvention. Et c'est même un ancien cadre du MEDEF qui disait, voilà, on est camé aux subventions. Et maintenant, il faut trouver le chemin d'un sevrage. Je ne dis pas que ça soit facile, mais il y a le chemin d'un sevrage pour retrouver un État qui est un État d'action, qui décide de cibler son action sur quelques points particuliers et non pas d'arroser tous azimuts. Merci François Ruffin. Merci d'avoir joué le jeu, d'être venu dialoguer, en particulier avec... En particulier avec tout le monde. En particulier avec tout le monde, mais vous savez que, évidemment, on était beaucoup plus attentif au dialogue que vous pourriez avoir avec les entrepreneurs. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'un rendez-vous qui a pu être pris pour essayer de construire des choses ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. François Ruffin. Bon courage à vous pour la suite. Le moment est venu d'accueillir une grande signature de l'économie française. C'est une